Aujourd'hui, mes chers abonnés de Mystérieuses Affaires Criminelles, je laisse la parole à la talentueuse Léa, créatrice de la chaîne Léa, raconte le True Crime. C'est elle qui va vous plonger dans cette histoire bouleversante, empreinte de secrets de famille et de drames insoupçonnés. Et croyez-moi, vous allez adorer sa façon de vous la faire vivre. Merci Mac. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part pour Springfield, en Géorgie, une petite ville tranquille où une famille respectée a volé en éclats du jour au lendemain. Chers abonnés, comme nous le savons tous, la famille, c'est sacré. Un sanctuaire intime qu'on ne devrait jamais ouvrir à n'importe qui. Pourtant, certains franchissent ces frontières sans y être invités, et les conséquences peuvent être si terribles qu'elles détruisent jusqu'aux clans les plus unis. Springfield, petite ville de l'État de Géorgie aux États-Unis, en est le témoin silencieux. Son histoire remonte à l'époque coloniale, mais malgré ses racines anciennes, elle n'a jamais vraiment pris l'ampleur d'une grande métropole. Au moment des faits, elle comptait environ 3000 habitants. Parmi eux, la famille Haight. Philip Haight, 59 ans, était un entrepreneur en construction qui avait amassé des millions grâce à son activité. Son associé principal n'était autre que son propre fils, Carey, ainsi que d'autres membres de la famille. Toute sa vie, Philippe était un fidèle de l'église luthérienne, où il siégeait même au conseil paroissial. Pour lui, la foi et la famille représentaient les piliers essentiels de l'existence. Originaire de la région, il jouissait d'un grand respect à Springfield. Tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il avait consacré une grande partie de sa vie au développement et à la prospérité du comté. Les fonctions qu'il occupait en témoignaient. Il siégeait au conseil d'administration de la banque du comté d'Effingham, présidait la chambre de commerce, faisait partie du conseil consultatif sur la planification des ressources en eau des rivières côtières de Géorgie et appartenait également à un comité politique. C'est en 1967 que Philip Haight avait rencontré celle qui allait devenir son épouse, Linda, lors d'une foire de comté organisée dans la ville voisine. Ce fut le coup de foudre, partagé des deux côtés. Cette même année, il s'était engagé dans la garde nationale de l'air de Géorgie, où il a servi près de 20 ans, avant de prendre sa retraite, en 1987, avec le grade de sergent technicien. Dès ce moment, Philippe s'est entièrement consacré à l'immobilier et à l'action communautaire. Son fils aîné, Craig, avait alors presque 20 ans. Il est né en 1967. L'année suivant leur mariage, le couple avait eu un deuxième fils, Chris, et 6 ans plus tard, le petit dernier, Carey. Les deux aînés se ressemblaient beaucoup. Même tempérament, même centre d'intérêt, ils tenaient beaucoup de leur père, homme strict et déterminé. Le cadet, lui, était plus doux, plus calme, mais aussi plus proche de son père que les autres. En devenant adulte, Carey a suivi les traces de Philippe. Il a intégré le business familial et amassé une belle fortune à son tour. Très impliqué dans la communauté et la vie de l'église, il était lui aussi très respecté à Springfield. Le fils du milieu, Chris Haight, a connu une réussite similaire dans le domaine de la construction, devenant aussi riche et populaire que son père. Le seul qui détonnait dans cette famille modèle, c'était l'aîné, Craig. Lui-même se décrivait comme la brebis galeuse de la famille, et il a fini par le prouver. Il a divorcé plusieurs fois, a presque cessé de verser la pension alimentaire à ses enfants, et ne s'est jamais vraiment intéressé à leur sort. Son fils aîné refusait même de lui parler, le considérant comme un raté tout en maintenant de bonnes relations avec son grand-père, sa grand-mère et le reste de la famille Haight. Philippe, d'ailleurs, payait encore la maison où vivait l'ex-femme de Craig, ainsi que son fils et sa fille. Incapable de cohabiter avec le reste de la famille, Craig s'est installé en 2008 dans un petit pavillon de chasse qu'il louait à un ami. Il vivait grâce à une pension d'invalidité qu'il percevait après une blessure au dos survenue au travail. Sa famille, surtout sa mère, l'aidait aussi financièrement. Le plus jeune fils de Philippe, Carey, avait rencontré une jeune fille nommée Robin au lycée de Springfield. Ils étaient tombés amoureux et étaient restés ensemble longtemps. Malgré la fragilité habituelle des amours d'adolescents, leur relation avait résisté jusqu'à la fin du lycée. Et peu après la remise des diplômes, ils s'étaient mariés. Leur union a duré 13 ans, au cours desquels 3 enfants sont nés. Philippe, l'aîné, nommé en hommage à son grand-père, avait 10 ans en 2008. Mackenzie,
avait 7 ans, et Hélène, la petite dernière, à peine 3. La famille vivait dans une belle maison confortable, bâtie sur un grand terrain. Robin s'occupait des chevaux et participait activement à l'entreprise familiale des Haight. Elle décrivait toujours Carré, comme un mari attentionné et un père dévoué. Ensemble, ils avaient construit une vie stable et paisible. Mais tout a basculé dans la nuit du 25 août 2008. À 3h30 du matin, le shérif a reçu un appel de son adjoint. 2 corps venaient d'être découverts. En entendant l'adresse, le shérif a immédiatement compris qu'il s'agissait de la maison de son ami, Philippe, âgé de 59 ans. L'adjoint du shérif avait reçu un appel d'urgence vers 3h. La voix à l'autre bout du fil était celle de Linda, l'épouse de Philippe. Il avait fallu du temps pour comprendre ce qu'elle essayait de dire, car Linda avait été grièvement blessée au visage par balle. Sa mâchoire était détruite, sa parole presque inaudible. Ce qu'elle a réussi à expliquer était à peine croyable. Cette nuit-là, Linda, 58 ans, s'était endormie sur le canapé. En pleine nuit, elle s'était levée pour aller à la salle de bain. Soudain, elle avait entendu un bruit sec qu'elle avait pris pour le tonnerre. En ouvrant la porte, elle avait aperçu un inconnu pointant une arme sur son mari. Le coup de feu avait retenti aussitôt, atteignant Philippe en plein visage. Il est mort sur le coup. Lorsque le tireur a aperçu Linda sortir de la salle de bain, il a immédiatement braqué son arme sur elle et a tiré. Par un réflexe instinctif, elle a tenté d'esquiver, et ce geste lui a sauvé la vie. Et elle y est parvenue du moins en partie. Seule une portion de la décharge l'a atteinte au visage, lui fracassant la mâchoire. Sous le choc, Linda est tombée au sol et a perdu connaissance. Lorsqu'elle a repris ses esprits quelque temps plus tard, la scène autour d'elle ressemblait à un cauchemar. Des fragments de sa mâchoire, des dents et du sang jonchaient le sol. Dans son journal, elle a écrit plus tard ces mots glaçants. « Maintenant, je sais à quoi ressemble l'enfer. Il sent l'essence et la poudre. » Rassemblant le peu de force qui lui restait, Linda a rampé jusqu'à son mari. Mais Philippe était déjà mort. Le tueur, lui, avait disparu. Elle a alors décidé d'appeler les secours. Elle a d'abord essayé le téléphone fixe. Mais les fils avaient été sectionnés. En cherchant désespérément autour d'elle, elle a fini par trouver un téléphone portable, heureusement non loin. Grâce à lui, elle a pu composer le 911. Quand les policiers sont arrivés, Linda était à peine consciente. Elle avait perdu énormément de sang et sa vie ne tenait qu'à un fil. Les agents, armes à la main, ont commencé à fouiller la maison mais le tireur s'était déjà enfui. En inspectant les pièces, ils ont découvert le corps du plus jeune fils de Philippe, Carey Haight. Il gisait dans sa chambre d'enfant. Comme son père, il avait été abattu d'une balle de fusil de chasse en plein visage. D'après la position du corps, il avait été surpris dans son sommeil et n'avait eu aucune chance de réagir. Un second tir avait achevé Philippe. Les experts ont rapidement conclu que les 2 hommes avaient été tués à bout portant, à moins de 2 mètres, avec un fusil de calibre 12. Lorsque le shérif est arrivé sur les lieux, il a immédiatement contacté le bureau d'enquête de Géorgie. Il savait qu'il était trop proche de la famille Haight pour mener une enquête impartiale. À l'arrivée des agents du bureau, une évidence s'est imposée. La maison ne ressemblait pas à un lieu cambriolé. À part les fils du téléphone coupés et une vitre brisée sur la porte, rien ne manquait. Même l'argent laissé en évidence n'avait pas été touché. Les meubles étaient à leur place, rien n'avait été fouillé ni renversé. Tout indiquait que le meurtrier était venu uniquement pour tuer. L'odeur d'essence que Linda avait sentie provenait d'une tentative d'incendie avortée. Le tueur avait répandu du carburant dans plusieurs pièces. Mais lorsque Linda avait repris connaissance et tenté d'appeler à l'aide, il avait paniqué, abandonné son plan et pris la fuite. Les experts médico-légaux, en examinant la scène, ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une mise en scène grossière, maladroite. Ce qui laissait penser que l'auteur n'était pas un professionnel, mais quelqu'un d'inexpérimenté. L'un des éléments les plus étranges découverts sur la scène du crime a été une clé, restée dans la serrure de la porte d'entrée, celle-là même dont la vitre avait été brisée. Cela signifiait que l'assaillant avait clairement eu accès à la maison, il n'avait donc aucune raison de casser la vitre. Ce geste n'avait qu'un but, faire croire à un cambriolage. Très vite, la nouvelle d'une attaque meurtrière contre la riche famille Haight s'est répandue dans toute la ville. Les habitants, pris de panique, ont imaginé qu'un prisonnier s'était évadé de la prison voisine et qu'il rôdait désormais dans les environs.
Mais aucune évasion n'avait eu lieu. Un premier suspect a tout de même attiré l'attention. Un jeune homme vivant non loin de la famille, connu pour son implication dans le trafic de stupéfiants. Il semblait tout désigner un marginal, en quête d'argent facile, capable du pire. Pourtant, après vérification et interrogatoire, il a été rapidement innocenté. Il n'avait aucun lien avec les Haidt. Philippe, lui, était réputé pour son honnêteté et son intégrité. Un homme apprécié, sans ennemi connu. Ni sa femme Linda, ni son fils cadet Carrie ne semblaient avoir le moindre conflit ou adversaire. Tout le monde dans la région les respectait profondément. Le mobile restait donc un mystère, jusqu'à ce que le shérif se souvienne d'une conversation qu'il avait eue environ 1 mois avant le drame avec Carey Haidt. Ce dernier lui avait confié, d'une voix lourde, qu'il savait que sa femme le trompait, sans pour autant révéler le nom de l'amant. Munis de cette information, les enquêteurs ont décidé de creuser cette piste. À 5 heures du matin, les agents du bureau d'enquête de Géorgie se sont rendus chez Robin pour lui annoncer la mort de son mari et lui poser quelques questions. Sous le choc, Robin a affirmé qu'elle ignorait totalement qui aurait pu vouloir du mal à sa famille. Plus tard dans la journée, Robin a rencontré Craig, le frère de son défunt mari, pour demander s'il connaissait la personne qui pouvait être derrière cet horrible massacre. Il a juré qu'il n'aurait jamais pu faire une chose pareille à sa famille, qu'il n'aurait jamais levé la main sur les siens, malgré les tensions et la honte. Robin l'a cru. Mais pour les enquêteurs, le doute s'installait. Le puzzle prenait forme, et l'image qu'il révélait était terrifiante. D'après les enquêteurs, le meurtrier aurait brisé la vitre de la porte pour simuler un cambriolage. En réalité, il avait utilisé la clé de secours, toujours rangée dans le garage. Seuls les membres les plus proches de la famille pouvaient connaître son emplacement. Une fois à l'intérieur, il se serait dirigé droit vers la chambre de Carrie et lui aurait tiré une balle en plein visage. Puis, sans hésiter, il serait allé dans la chambre des parents. Philippe a entendu un bruit, s'est réveillé et s'est levé, mais il n'a pas eu le temps de réagir. Une décharge de fusil de chasse lui a explosé en plein visage, le tuant sur le coup. La suivante à être prise pour cible a été Linda. Après cela, le tueur a tenté d'effacer ses traces. Il a aspergé la maison d'essence, mais n'a pas eu le temps d'y mettre le feu. Il a entendu Linda bouger et parler au téléphone. Il savait que la police ne tarderait pas à arriver. En fuyant la scène, le tueur a oublié la clé, laissé dans la serrure un détail qui allait devenir la preuve la plus accablante, celle qui pointait vers un membre de la famille. Très peu savaient où se trouvait cette clé. Elle reposait sur le climatiseur, dans le garage. La trouver par hasard était pratiquement impossible. Désormais, tout reposait sur la seule survivante du massacre Linda. Si quelqu'un pouvait confirmer les soupçons, c'était elle. Linda Haidt a été transportée d'urgence à l'hôpital. Son état a pu être stabilisé. Elle a été placée sous respiration artificielle et plongée dans un coma médical. Elle ne pouvait évidemment pas parler à ce moment-là. Durant tout son séjour, un policier a été affecté à sa surveillance. Ses fils venaient la voir tour à tour. L'agent chargé de la garde a raconté plus tard un détail troublant. Lorsque Craig s'est approché du lit de sa mère inconsciente, lui a pris la main et lui a murmuré qu'il l'aimait. La tension artérielle de Linda est brusquement montée de 100 à 140. Son corps a même commencé à trembler. Plus tard, Linda a qualifié ce témoignage d'absurde, affirmant qu'elle n'avait vu personne et ne comprenait pas comment son corps aurait pu réagir ainsi. Même après son réveil, elle a déclaré ne pas avoir vu le visage de son agresseur et ne pas savoir qui c'était. Craig Haidt, de son côté, a coopéré avec les enquêteurs. Il n'a opposé aucune résistance lors des perquisitions de sa maison et de sa voiture. Pourtant, avant même qu'on ne l'interroge, il a spontanément déclaré qu'on lui avait volé son fusil de chasse, une paire de bottes et un bidon d'essence. Les fouilles de sa voiture ont permis de retrouver des douilles, correspondant au même type de fusil que celui utilisé lors du meurtre. Mais sans l'arme elle-même, impossible d'effectuer une expertise balistique complète. Le tueur, malgré les nombreuses erreurs de mise en scène, avait pris soin d'emporter les douilles tirées du lieu du crime. Craig était aussi le seul membre de la famille à ne pas avoir d'alibi. Il a échoué au test du détecteur de mensonges, et dans son entourage, beaucoup le considéraient comme un menteur compulsif. Ses déclarations perdaient toute crédibilité.
L'affaire a profondément secoué la communauté. Le shérif a fini par tenir une conférence de presse, précisant que le mobile était d'ordre personnel et qu'aucun danger ne menaçait le reste de la population. Mais les semaines ont passé, puis les mois, sans la moindre arrestation. L'inquiétude grandissait, et quand la rumeur d'un triangle amoureux a commencé à se répandre, la tension est devenue explosive. Un citoyen, affolé, a même contacté le FBI, exigeant l'arrestation de Craig. Faute de preuves matérielles contre lui, les détectives ont continué à enquêter, patiemment, mais avec un soupçon grandissant. Très vite, les preuves indirectes ont commencé à s'accumuler. L'un des détectives a remarqué que Craig avait des ecchymoses sur le bras, des marques typiques d'un tir au fusil de chasse lorsqu'on se laisse surprendre. Ce genre de blessure se produit quand la crosse n'est pas bien calée contre l'épaule au moment du tir. Le recul frappe violemment le tireur. Interrogé à ce sujet, Craig a affirmé qu'il s'était simplement blessé en glissant dans sa douche. Il est même allé jusqu'à rejouer la scène lors d'une reconstitution. Mais les enquêteurs n'ont pas été convaincus. De plus, chaque fois qu'il parlait à la police, il mentait. Ainsi, une agente immobilière du nom de Christie à qui Craig s'était adressé 2 semaines avant le meurtre a témoigné. Elle a raconté que l'homme semblait détaché de sa famille, voire méprisant envers son père. Lorsqu'elle lui avait demandé comment il comptait régler une transaction, Craig lui avait répondu qu'il s'apprêtait bientôt à vendre un bien immobilier de grande valeur et qu'il allait recevoir une grosse somme d'argent. Il croyait qu'elle le croirait, sans poser de questions. Mais au contraire, cette conversation l'avait mise mal à l'aise. Puis, un autre détail est venu renforcer les soupçons. Il est apparu que Philip Hite avait récemment modifié son testament, un changement qui pouvait donner à Craig un nouveau mobile. Tout semblait se rejoindre. Les problèmes financiers, la jalousie envers son frère Carey, la rancune envers son père Philippe. Trop de coïncidences pour n'être que du hasard. Les enquêteurs ont alors décidé d'approfondir les recherches autour de Robin, car des rumeurs persistantes d'infidélité circulaient à son sujet. Elle a été convoquée pour un interrogatoire. Au départ, elle a tout nié. Elle jurait aimer son mari, répétant qu'elle n'aurait jamais pu le trahir. Mais, au fil des questions, sa voix s'est mise à trembler jusqu'à ce qu'elle cède. Oui, elle avait bien un amant. Et oui, elle regrettait amèrement cette liaison. Mais elle a refusé d'en révéler le nom. Peu de temps après, les détectives ont obtenu la confirmation d'une relation entre Robin et Craig. Ce dernier, pourtant, a tout nié en bloc. Selon lui, jamais il n'aurait pu entretenir une liaison avec la femme de son propre frère, Carey. Mais les faits, eux, racontaient une toute autre histoire. Ce qui a le plus troublé les enquêteurs, c'est son comportement après le drame. À peine la tragédie survenue, Craig s'est installé chez Robin comme si de rien n'était. Il portait les vêtements de son frère défunt, conduisait ses enfants à l'école, partageait le même toit que leur mère, tout en continuant à nier toute relation intime avec elle. Selon lui, il aidait simplement une veuve en détresse. Les enfants de Carey, innocents, adoraient leur oncle Craig. Mais le reste de la famille, lui, ne voulait plus jamais en entendre parler. De toute façon, Craig s'était isolé. Il ne travaillait plus vraiment, ne versait plus sa pension alimentaire, et sa réputation, déjà fragile, s'était effondrée. Et pourtant, Robin semblait sincèrement l'aimer malgré le rejet des autres. Le 22 mai 2009, près de 9 mois après le double meurtre et la tentative d'assassinat, Craig Hite a finalement été arrêté. Il n'y avait toujours pas de preuves matérielles solides, mais la police avait découvert que Craig et Robin avaient acheté des bagues de fiançailles et prévoyaient de quitter l'État pour s'installer là où Robin était née. Craignant une fuite, les enquêteurs ont décidé d'agir sans attendre. Les enquêteurs ont fini par comprendre ce qu'il s'était vraiment passé. Carey avait découvert l'impensable. Sa propre femme le trompait avec son frère. Une trahison d'une cruauté inimaginable. Bouleversé, humilié, il avait tout de même eu le temps de réagir. Avant sa mort, il avait changé le bénéficiaire de son assurance vie d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Mais il n'avait pas encore modifié son testament. Résultat, Robin a tout hérité. Elle a continué à vivre confortablement, grâce à l'argent de l'homme qu'elle avait trahi. Cependant, la somme que Robin avait touchée après la mort de son mari s'est vite évaporée. Craig, lui, a été inculpé de 11 chefs d'accusation, parmi lesquels figuraient
2 meurtres au premier degré, une tentative de meurtre sur sa mère, des voies de fait aggravées, un cambriolage, un vol, des blessures volontaires, ainsi que l'utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Le procès a été fixé à décembre 2010. Les détectives ont continué à travailler d'arrache-pied. Peu à peu, ils ont réussi à reconstituer la chaîne d'événements qui avait conduit au drame. Tout avait commencé bien avant le massacre, au cœur de la crise économique de 2008. Le marché immobilier s'était effondré, frappant de plein fouet les affaires de Carey Hite. Accaparé par les problèmes de son entreprise, il passait ses journées et souvent ses nuits au travail, essayant tant bien que mal de sauver son activité. Pendant ce temps, Robin, seule à la maison avec les enfants, se sentait délaissée. Elle se plaignait souvent que son mari ne lui prêtait plus attention. Et puis, un soir d'avril 2008, elle a franchi la ligne. Après un dîner de famille dans un restaurant local, elle et Craig, le frère aîné de Carrie, sont retournés dans la maison des Hite. Là, dans le calme du salon où Carey avait passé son enfance, Robin a confié à Craig qu'il lui plaisait. Il lui a rendu ce sentiment et, cette nuit-là, leur relation a commencé. Les deux amants se sont mis à se voir régulièrement. Robin rejoignait Craig dans le petit pavillon de chasse où il vivait, à l'abri des regards. Mais, malgré cette liaison, elle ne voulait pas quitter son mari. Elle affirmait ressentir un simple désir pour Craig, mais assurait toujours aimer Carey. Rongée par la culpabilité, Robin a fini par tout avouer à son mari à peine 2 semaines après le début de l'adultère. Pour Carey, ce fut un choc immense. Pourtant, il a refusé l'idée du divorce. Il s'est dit qu'il portait peut-être une part de responsabilité dans cet éloignement. Alors, plutôt que de tout détruire, il a proposé de se battre pour leur couple. Il a accepté de consulter un thérapeute conjugal, à condition que Robin rompe définitivement avec Craig. Elle a accepté, du moins en apparence. Mais derrière les séances de thérapie et les promesses murmurées, la liaison a continué, sans interruption. Robin mentait à Carrie, jour après jour, incapable de renoncer à l'un comme à l'autre. Elle ne voulait pas perdre son mari, mais ne voulait pas non plus abandonner son amant. Et c'est ce tiraillement, ce triangle empoisonné, qui a mené la famille Hite vers l'une des tragédies les plus sanglantes de l'histoire de Springfield. Ainsi, les fils de Philip se sont retrouvés piégés dans une situation impossible, entre trahison, amour et mort. Au début, leurs parents n'ont rien soupçonné, mais durant l'été de cette même année, Philip a fini par découvrir le triangle amoureux, et sa réaction a été immédiate. Il est entré dans une colère noire. Il a exigé que cette relation cesse immédiatement, menaçant de rayer Craig de son testament s'il refusait d'obéir. Il a également réprimandé Robin, la poussant à la honte. Il lui a rappelé que c'était Carey qui lui avait offert une vie confortable, stable, prospère, une vie que Craig, sans emploi ni ambition, ne pourrait jamais lui donner. Au début, l'aîné des Hite avait nié toute liaison auprès de son frère. Mais cette fois, tout était clair, et plus personne ne doutait de la vérité. Les séances chez le psychologue conjugal n'ont rien arrangé. Les disputes se sont intensifiées entre les deux frères et Robin. Philippe, profondément inquiet, a commencé à se confier à ses amis les plus proches. Les détails qu'il partageait avaient de quoi glacer le sang. Il avait entendu lui-même ses fils se menacer de mort lors de violentes altercations. Il avait tenté d'intervenir, d'apaiser les choses, mais tout lui échappait. La situation était devenue incontrôlable. Une semaine plus tard, Carey Hite a pris une décision radicale. Il a engagé un avocat spécialisé en divorce. Parmi ses démarches figurait la modification de sa police d'assurance vie, d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Il a retiré Robin de la liste des bénéficiaires, transférant l'intégralité de la somme vers un fonds fiduciaire destiné à ses 3 enfants. Il a également rédigé un nouveau testament, plus protecteur pour eux. De son côté, Philip Hite a lui aussi contacté un avocat afin de modifier son propre testament. Il avait d'abord voulu exclure Craig de la succession avant de se raviser. Finalement, il a simplement réduit sa part. Le Nouveau Testament a été signé le 22 août 2008. Ce même jour, Carey devait également signer les documents pour mettre à jour son propre testament et en retirer définitivement sa femme. Mais, ironie tragique du destin, il a manqué son rendez-vous chez le notaire.
Le document est donc resté inchangé. Le lendemain, Craig s'est présenté chez son père, un pistolet à la main. Une énième dispute a éclaté avec Carey, une fois encore à propos de Robin. Philippe, épuisé, a préféré quitter la pièce plutôt que d'assister à cette scène. Il était convaincu qu'aucun de ses fils n'irait jusqu'à tirer qu'il ne s'agissait que de paroles en l'air, de menaces dans le vide. Ce jour-là, effectivement, rien ne s'est passé. Les esprits se sont calmés. Mais le lendemain, Robin devait assister à une soirée pyjama organisée entre enseignantes de l'école primaire où elle travaillait comme assistante. Finalement, plusieurs participantes étant tombées malades. La soirée a été annulée. Robin a choisi de ne rien dire à Carey. Au lieu de cela, elle a pris la route, direction le pavillon de chasse de Craig, où elle a passé toute la nuit avec lui. Cette nuit-là, ils ont longuement discuté de la situation familiale devenue explosive. Robin se plaignait du comportement de Philippe, qu'elle jugeait trop intrusif. Selon elle, c'était à cause de lui que Carey voulait désormais la priver de tout héritage. Pourtant, il était évident que Philippe n'agissait pas par rancune ou par obsession. Il essayait simplement de reprendre le contrôle de la situation, soucieux non pas tant des amours de ses fils que de la réputation de la famille Haight. Mais Craig, lui, ne voyait pas les choses ainsi. Il était furieux contre son père, contre son frère, contre tout. Ce qui le hantait surtout, c'était le testament, cette part d'héritage qu'il craignait de perdre définitivement. À ce moment-là, sa haine envers Carey et Philippe avait atteint son paroxysme. La conversation s'est terminée sur une phrase lourde de sens. Craig a lâché, d'une voix froide. « On ne me laisse pas le choix, et tout ça pourrait très mal finir. » Robin, naïve ou dans le déni, a cru qu'il cherchait simplement à évacuer sa colère. Elle n'a pas compris le message caché derrière ces mots. Le lendemain matin, les amants ont été réveillés par un bruit de rotor. Un hélicoptère tournait au-dessus du pavillon de chasse. Craig a tenté de l'ignorer, mais Robin, elle, a eu un mauvais pressentiment. Elle pensait qu'on les surveillait, et elle avait raison. L'appareil appartenait à un ami de Philip Haight, qui avait repéré le véhicule de Robin grâce à la balise GPS de sa voiture, des données que seul Carey pouvait fournir. Robin a aussitôt compris. Philippe et Carey essayaient de réunir des preuves de son infidélité pour s'en servir dans la procédure de divorce. Paniquée, elle a préféré ne pas rentrer chez elle. Elle est allée se réfugier chez une amie pour éviter une nouvelle confrontation. Ce n'est que le dimanche matin, après être passée à l'église, qu'elle est rentrée à la maison. Elle voulait préparer le déjeuner pour Carey et les enfants, espérant apaiser les tensions. Mais dès leur rencontre, une violente dispute a éclaté. Carey, fou de rage, ne supportait plus ses mensonges ni son refus de rompre avec Craig. Il a fini par partir, déclarant qu'il passerait la nuit chez ses parents. Plus tard dans la soirée, Robin a appelé son amant. Elle lui a tout raconté. La colère de Carey, le conflit et surtout la découverte de l'hélicoptère envoyé par Philippe. À cet instant, Craig a explosé. La jalousie, la peur d'être démasqué, la haine refoulée, tout s'est mélangé. C'est à ce moment précis, selon les enquêteurs, que sa décision s'est cristallisée. Il allait passer à l'acte. Le 4 février 2010, près d'un an et demi après les meurtres, Robin Haight a été arrêtée à son tour et inculpée pour menace envers un témoin. Elle a été remise en liberté sous caution peu après, avec l'autorisation de retourner vivre dans sa ville natale auprès de sa mère, en attendant le procès. Quelques mois plus tard, Robin est revenue pour témoigner contre son amant au tribunal. C'était une obligation prévue dans le cadre d'un accord passé avec le procureur. En échange de sa coopération, toutes les charges retenues contre elle ont été abandonnées. Fait surprenant. La mère de Craig et son frère survivant se sont rangés de son côté, alors que son propre fils, Josh, a témoigné contre lui. Mais le témoignage de Robin a été le coup le plus dur pour l'accusée. Elle a décrit en détail les tensions au sein de la famille, les infidélités et le comportement de Craig, qu'elle disait désormais percevoir comme menaçant et effrayant. Elle a reconnu avoir eu un rôle ambigu, tout en se présentant comme une simple victime des circonstances. Elle a toutefois admis un point crucial. C'est elle qui avait informé Craig que son frère et son père se trouvaient ce soir-là dans la maison familiale. Cette révélation a bouleversé la salle d'audience. Les jurés ont commencé à se demander pourquoi Robin n'était-elle pas considérée comme complice.
Beaucoup estimaient qu'elle avait manipulé Craig, qu'elle l'avait monté contre sa famille dans l'espoir d'obtenir ce qu'elle convoitait le plus, l'argent. Après tout, elle savait parfaitement qu'à la mort de son mari, elle toucherait une somme considérable. Les accusations de menaces envers un témoin ont également suscité de nombreuses interrogations. À qui ces menaces étaient-elles adressées? La question est restée sans réponse. Aux yeux de beaucoup, Robin s'en est tirée à bon compte, alors même qu'elle semblait avoir les moyens et le mobile parfait pour pousser son amant au meurtre. Mais l'un des plus grands défis pour l'accusation restait le manque de preuves directes. La plupart des éléments étaient indirects, déduits, circonstanciels. L'avocat de la défense s'en est servi habilement. Il a insisté sur l'absence d'empreintes, de traces ADN, de témoins directs, de confessions. Craig, du reste, a continué à clamer son innocence du début à la fin. Le procureur, lui, a présenté un récit clair et implacable. Craig Haight voulait la vie de son frère. Il voulait sa femme, son argent, sa maison, son entreprise, sa voiture. Et comme il ne pouvait rien obtenir par lui-même, il avait décidé de prendre tout cela par le sang. Selon lui, c'était un crime de convoitise et de jalousie, commis par un homme aigri, ruiné et consumé par la haine. Après de longues délibérations, les jurés ont tranché. Malgré les zones d'ombre, malgré les doutes, ils ont déclaré Craig Haight coupable sur tous les chefs d'accusation. Le verdict a été sans appel. 2 peines de prison à vie, plus 25 années supplémentaires. Ainsi s'est achevée l'histoire tragique d'une famille déchirée par la trahison, l'argent et la jalousie, une histoire où l'amour et le sang se sont mêlés à jamais. Cette condamnation a scellé son destin. Craig Haight ne pourrait jamais bénéficier d'une libération conditionnelle. Sa vie, désormais, se résumait à des murs gris et à un silence sans fin. Pendant toute la durée du procès et même après la condamnation de son amant Robin, elle n'a jamais sombré dans le désespoir. Bien au contraire, elle a rapidement repris sa vie, enchaînant de nouvelles relations avec d'autres hommes. Lorsque Craig a appris cela depuis sa cellule, il est entré dans une rage froide. Lui, qui avait tout perdu pour elle, sa liberté, sa famille, sa réputation, découvrait que la femme pour qui il avait tout sacrifié l'avait oublié en un instant. C'est pourtant grâce à cette nouvelle relation qu'un événement inattendu a relancé brièvement l'affaire. Le nouveau compagnon de Robin avait apporté à un armurier une arme démontée, fabriquée sur commande. L'homme, qui connaissait bien la famille Haight, a remarqué que les papiers indiquaient que le fusil appartenait à Carrie, le défunt mari de Robin. Interrogée, Robin a expliqué qu'elle voulait simplement le faire restaurer en souvenir de son époux. Mais l'artisan, méfiant, a préféré avertir l'avocat de Craig. En consultant les registres, celui-ci a réalisé que cette arme n'avait jamais été mentionnée dans le dossier du procès. Il y a vu une faille, peut-être une preuve négligée. Selon lui, le parquet avait volontairement ignoré certains éléments, susceptibles d'impliquer Robin, préférant boucler rapidement cette affaire, devenue trop médiatisée. L'avocat de Craig a donc déposé une demande d'appel, espérant au moins réduire la peine de son client. Mais lors de l'audience suivante, le procureur a fermement réfuté ses arguments, et la Cour a confirmé la sentence initiale en janvier 2013. Aujourd'hui encore, la mère et le frère de Craig continuent de le soutenir. Ils affirment qu'il a été victime d'une erreur judiciaire et qu'il n'a jamais été coupable. Craig, lui, persiste à clamer son innocence depuis sa cellule. Quant à Robin, elle a tourné la page. Elle s'est remariée, a déménagé à Charleston et partage désormais la garde de ses enfants avec Linda Haight, la survivante du drame. Plus tard, elle a été arrêtée une nouvelle fois pour tentative d'utilisation d'un faux chèque, mais l'affaire a été classée sans suite. Elle n'a jamais été inquiétée pour le double meurtre. Et pourtant, à Springfield, personne n'a oublié. Pour beaucoup, Robin Haight est la véritable instigatrice de ce bain de sang, celle qui a détruit une famille qu'il avait accueillie comme la sienne. Voilà, vous venez de découvrir l'affaire Philip Haight. Une histoire où l'amour, la jalousie et la trahison se sont mêlés jusqu'à détruire tout ce qu'il y avait de plus sacré, la famille. Si cette histoire vous a touché autant que moi, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Mystérieuses Affaires Criminelles pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Et entre nous, ce n'est que le début. Vous me retrouverez souvent ici,
sur Mystérieuses affaires criminelles, pour vous raconter d'autres affaires, aussi troublantes que fascinantes. Merci à Mac pour cette belle invitation. Et à vous, pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ceux qu'on aime le plus.